Bon, du coup, encore une fois sur la web performance, mais c'est lui et revenu. Moi, j'avais pas parlé du tout sur l'implicite, c'est pas ça qui était prévu du tout. Est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui de parler de web performance aujourd'hui? Oui, super entrée en matière, merci Pierre. C'est pas du tout ce que je préparais en fait. Alors, la web perf, en fait, effectivement, on va en parler aujourd'hui, c'est du coup parce que c'est essentiel. En fait, ça va jouer sur pas mal de choses, notamment la qualité de service offerte aux utilisateurs, tout ce qui est coût, notamment en serveur et en passante, sur le SEO, bien évidemment, sur le positionnement par rapport au moteur de recherche, et bien évidemment sur le business, notamment sur tout ce qui est taux de conversion, rebond, taux de transformation. Pour ceux qui font du e-commerce, ça doit parler. Alors juste quelques chiffres que je rappelle, à mon avis c'est assez connu. On a plusieurs tests qui ont été faits, plusieurs audits, notamment d'Amazon qui nous dit que 100 millisecondes en plus de délai c'est 1% d'impact sur le CA. Bing qui nous dit qu'une seconde c'est 2,8%, et Yahoo qui nous indique que 400 millisecondes de délai supplémentaire c'est 10% de trafic en moins. Alors pour cette conf, en fait, on a choisi d'aborder 3 points. Alors tout d'abord, très rapidement, on va faire un tour sur les fondamentaux. Ensuite, on verra avec Pierre tout ce qui est axe d'amélioration. Alors pour les améliorations, bien sûr, on est au PPT, on va parler de WordPress, ce ne sera pas uniquement des choses génériques. On va essayer de relier à chaque fois sur WordPress le contenu de la conf, et on verra enfin tout ce qui concerne le futur de la web perf, qui est déjà un peu actuel en fait. Alors on va peut-être se présenter rapidement. Donc Pierre Dargal, qui est lead développeur spécialisé WordPress, et Julien Auger, donc directeur de projet. On travaille tous les deux au sein de Globalis, qui est une société techno qui fait la techno web orientée autour de PHP, et qui possède un pôle dédié à WordPress et une offre web perf. Donc ça tombe bien du coup pour la conf. Alors on va essayer de se plonger assez rapidement sur les web perfs. S'il y a des choses qui nous échappent à la fin, on fera une petite séance de questions-réponses. On a même prévu des bouquins pour les premières questions. Alors pour la web perf, c'est un sujet très vaste, on n'aura pas le temps d'aborder tout ça ici. On peut faire des formations de 10 jours sans être complètement OP. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'optimisation, ça concerne en fait tout ce qui est optimisation sur l'affichage des pages d'un site. Donc il s'agit en fait de comprendre toutes les spécificités du protocole et du navigateur, de comprendre aussi toutes les optimisations qui sont à faire, d'apprendre bien sûr le futur de tout ce qui est web perf, qu'on verra après. Et surtout, le point essentiel, c'est d'équilibrer le coût de l'effort et le besoin. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de gagner 17 picosecondes pour un site sur les process. Voilà, c'est le principe de base, c'est vraiment d'être logique dans sa démarche web perf. Alors, ce qu'il faut avoir, c'est bien évidemment une vision globale par rapport au développement web. Et cette vision globale, là j'ai simplifié au maximum ce qu'on peut avoir. Sur cette vision globale, en fait, on a différents éléments, serveur, navigateur et réseau, et avec une maîtrise plus ou moins forte que le développeur peut avoir dessus. Donc, concernant le serveur, si on se place dans le cadre d'un hébergement dédié, on contrôle tout. Sur le navigateur, on peut avoir une maîtrise quasiment totale. Sur le navigateur, on est limité en fonction des contraintes navigateur. Et je vous invite à aller sur BrowserScope, où en fait, on a vraiment tout le détail de ce qui est supporté par les différents navigateurs et les différentes versions de navigateurs. Notamment en termes de connexion simultanée par domaine, et j'y reviendrai après. Et ensuite, on a le réseau, sur lequel on a une maîtrise quasi nulle, mais qui est super important, notamment au niveau de tout ce qui est développement mobile. Là, effectivement, tout ce qui est réseau est très limité, et il faut absolument optimiser pour ça. Alors, améliorer la web perf, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner du temps sur les temps de réponse, les temps de chargement de page. C'est améliorer ou réduire au maximum le poids des contenus. C'est également améliorer la communication en diminuant au maximum le nombre de requêtes, en tout cas en optimisant cette partie, donc les requêtes HTTP entre le serveur et le navigateur. Et c'est également assurer une certaine qualité en optimisant au maximum le DOM qui est envoyé au navigateur.
Au final, améliorer la web perf, on parle de temps, on parle de quoi de page, etc. Mais l'essentiel, c'est vraiment l'expérience utilisateur. C'est adapter l'affichage de la page à ce que l'utilisateur attend réellement de cette page. Sur toute la partie outils, on va faire très rapide. Il y a des outils côté desktop, la plupart du temps sur des qui sont des plugins de navigateurs tels que Wiselo ou Quest Desktop. Les navigateurs eux-mêmes, c'est une remarque que je fais, par exemple sur Chrome, il y a un très bon développeur tool qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires pour l'optimisation de la web perf. Sur les outils en ligne, il y en a pas mal qui existent. Nous, on a l'habitude d'utiliser WebPageTest qui propose pas mal d'options qui permettent de se positionner dans différents pays et qui offre une vision pas trop mal du waterfall, qui est un des outils limite essentiels sur la web perf, puisqu'il est très visuel et en fait il va permettre d'avoir différentes informations sur le séquencement de l'exécution des requêtes et des réponses, et également sur le poids des pages et les temps de chargement. Donc en un seul coup d'œil, on sait directement ce qui se passe sur la page et potentiellement les problèmes qu'il y a, problèmes qui sont remontés en partie par WebPageTest. On a quelques infos essentielles, notamment sur les temps, notamment le start render sur lequel on reviendra aussi après, qui est à partir de quand on commence à avoir un rendu sur la page, et le dot complete qui est à partir de quand ma page est chargée de manière complète. Donc je peux préciser ça, comme ça sera peut-être plus simple pour certaines explications après. Donc moi je vais essayer de faire un petit tour un peu de l'état actuel des choses sur ce qu'on peut faire en termes d'optimisation de performance. Donc l'idée c'est toujours un peu de comprendre comment ça marche en termes général, en termes de niveau de technologie, et de voir quelles sont les solutions que l'écosystème WordPress nous propose. Donc il y a pas mal de choses, ça va dépendre des plugins et thèmes tiers qu'on utilise, ça va dépendre des développements qu'on fait nous-mêmes, ça va dépendre de la configuration du serveur. Donc on va essayer de détailler un peu toutes ces étapes pour voir quelle est l'éventail des solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui. Donc la première des choses qui peut paraître évidente, mais qui n'est pas forcément en fait, c'est d'utiliser le cache. Il y a différents types de cache. Le principe du cache, il est simple, c'est que quelque chose que vous avez calculé une fois, ça ne sert à rien de le recalculer 10 fois. Donc on a pour ça à différents niveaux toutes sortes de caches qui existent. Il y a des caches côté serveur, donc on va parler de cache PHP, de cache SQL. Donc en PHP, on va pouvoir mettre en cache des variables avec le cache mémoire, on va pouvoir mettre en cache des fichiers statiques HTML avec le cache fichier, donc qui va stocker le résultat de ce qui est produit par PHP en sortie HTML. SQL, c'est plus basique, mais on va stocker des requêtes SQL qui ont déjà été jouées pour pouvoir les envoyer sans les rejouer à nouveau. Donc on a ces caches serveurs-là, qui en général s'activent plus ou moins nativement au niveau de la page de Nginx, de PHP ou de MySQL. Notez aussi que pour PHP, on a le cache OPCode qui permet de stocker les binaires PHP en fait, qui sont exécutés à chaque chargement de page. Parce que PHP n'est pas entièrement un langage interprété, il y a quand même des binaires qui sont produits à un moment donné, et ces binaires-là, on peut les stocker pour ne pas refaire le processus à chaque fois. Notez que ce cache OPCode est natif depuis PHP 5.5. Donc, quand vous mettez à jour vos versions de PHP sans rien changer à votre code, en général, déjà, vous gagnez en performance. On reviendra tout à l'heure sur ce rapport PHP 7, mais on reste dans la même idée. Évidemment, il y a aussi des caches côté client. Donc, l'idée côté client, c'est qu'une ressource statique que vous avez déjà téléchargée une fois, mais c'est pas la peine de la télécharger à chaque fois. Donc là, les choses se jouent côté client, mais en fait, c'est une petite configuration côté serveur qu'il faut faire. Il s'agit de mettre quelques lignes dans le HTML de la page, ou de Nginx ou peut-être le serveur que vous pouvez utiliser, et ça va ensuite assez vite. Plein d'autres types de solutions un peu plus globales qui existent. Il y a ce qu'on appelle les reverse proxy, qui vont permettre par exemple de rajouter une étape entre le client et le serveur. On peut penser à la Varnish par exemple, sur laquelle il y a pas de tutoriel qui existe en ligne, mais je ne détaillerai pas forcément aujourd'hui. Mais l'idée c'est qu'il y a un proxy qui intercepte les requêtes du client et il essaye de déterminer, selon la configuration que vous avez apportée, s'il a déjà un résultat HTML existant ou s'il a besoin de réexécuter le PHP pour envoyer le résultat. Il y a des services aussi de reverse proxy adaptés à WordPress qui naissent en ce moment. J'ai tombé par hasard l'autre jour sur quelque chose qui s'appelait Spudpress, qui était un site qui proposait en fait de
de faire un alias de votre site. Vous lui renseignez le nom de domaine réel de votre site, de l'adresse IP, et lui, il vous fait du front statique HTML en fait, à partir de ce qu'il interroge sur votre serveur. Donc il y a des solutions aujourd'hui adaptées à WordPress qui naissent, et c'est assez intéressant d'y penser aussi. Pour ce qui est plus technique dans WordPress, donc il y a un certain nombre de mécanismes natifs qui sont prévus. Il y a deux drop-ins qui s'appellent object-cache.php et advanced-cache.php qui vont permettre à WordPress de dire comment gérer le cache mémoire et le cache statique HTML proposé par PHP. Et ces drop-ins-là, en fait, vont être implémentés par différents plugins de bonne performance qui existent sur le marché, que ce soit Supercache, Netcache, TotalCache, Requête, qui en général implémentent l'un ou les deux de ces drop-ins-là. Donc là, il s'agit d'avoir un serveur bien configuré et les plugins qui savent utiliser la possibilité du serveur pour avoir un cache le plus efficace possible. Je citerai juste avant de passer à la suite l'extension de l'API de WordPress, qui sont une petite fonctionnalité super simple d'utilisation, donc il faut penser à utiliser dans ces thèmes et ces plugins. Ça permet de stocker en base ou en cache objet, ça WordPress le déterminera selon ce qu'il peut faire au mieux. Des résultats de calcul, par exemple un petit widget qui prend du temps à générer, au lieu de le régénérer à chaque fois, vous stockez le widget format HTML en base et vous le ressortez à chaque fois qu'il faut l'afficher. Pensez à l'utiliser, lisez la doc, elle est très claire, c'est vraiment transparent d'utilisation. Deuxième piste d'optimisation, donc on a dit que ce qui se passe quand on charge une page, c'est un échange de requêtes entre le client et le serveur. Et il y a une métrique de base qu'il faut rappeler, c'est que une requête HTTP, ça coûte du temps. Ça coûte du temps d'initialisation, ça coûte du temps de communication, et c'est du temps en fait qui ne dépend même pas du contenu que vous envoyez. C'est-à-dire qu'une requête avide, sans contenu déjà, on considère que ça coûte en moyenne 100 millisecondes. Ce qui veut dire en fait, de manière logique, que plus vous avez de requêtes sur votre page, plus le chargement va être long. Donc assez intuitivement, on se dit qu'il faut diminuer le nombre de requêtes. Donc l'idée c'est de concaténer les ressources. Donc on parle de concaténation des fichiers full text de JavaScript, le CSS, ou de concaténation de formats binaires comme les images par exemple. On parle de sprite. Il s'agit aussi de penser à des solutions comme les icônes fonts qui sont assez magiques aussi. Si vous avez 200 pictogrammes sur votre site, il est probablement pertinent d'utiliser une icône font pour avoir en fait un seul fichier qui va vous permettre de les charger, et en plus un vectoriel pour toutes les tailles, pour toutes les couleurs. Donc ça c'est assez magique aussi. Il y a des outils aujourd'hui pour générer des propres icônes fonts assez facilement. Après on va parler aussi de ce que chargent les plugins dans WordPress. Ça je pense que c'est un des axes majeurs aujourd'hui quand on fait des vecteurs avec WordPress. C'est de se poser la question, les plugins tiers que j'installe sur mon site, qu'est-ce qu'ils vont me rajouter en front comme ressources à télécharger. Donc on parle de ressources CSS, d'images, toutes les ressources que les plugins vont charger, qui vont ajouter au-delà de HTML en fait, qui vont télécharger par le navigateur. Ça va coûter du temps. Donc on dit souvent, plus un site à plugin, plus il est long. En fait, c'est pas exactement ça. C'est ça intuitivement, mais ce qui se passe en réalité, c'est que les plugins bien développés vont faire très attention aux ressources qu'ils ajoutent en front. Les plugins mal développés vont rajouter des tonnes de ressources sans faire attention à vous prouver vos performances. Donc l'idée c'est de vous dire, si vous voulez maîtriser votre nombre de requêtes, étudiez les plugins que vous installez sur le site, comparez avant et après, voyez les fichiers exacts qu'ils rajoutent, et posez-vous la question, est-ce que c'est utile, est-ce que je peux le faire moi-même, est-ce qu'il y a des plugins qui font la même chose sans m'ajouter de requêtes. Pour les plugins qui permettent la concaténation sous WordPress, on pourra citer ceux que j'ai dit tout à l'heure qui prennent en charge toute la scale de performance, donc TotalCache, TotalRocket, etc. et les autres. Il y a des plugins qui font spécifiquement la concaténation, on peut penser à LibView, Modify, qui sont assez simples d'utilisation que on recommande notamment quand on les utilise sur la plupart de nos sites. Puis, à un niveau plus global, on peut aussi penser à construire ces thèmes WordPress en faisant du thread processing. Donc en fait, on va faire des technologies comme ça, on va faire tourner un certain nombre de scripts au moment du déploiement de notre thème, qui vont concaténer le fichier JS et CSS, qui vont utiliser les images pour faire ce genre de choses. Donc là, c'est aussi intéressant de coder de ce côté-là. Il y a des thèmes starter tout près comme Sage qui existent et qui implémentent ce genre de fonctionnalité. Ça peut être des bonnes bases pour le développement de thèmes de performance famille. Troisième axe d'optimisation, du coup, c'est le poids des contenus. Donc il y a le nombre de requêtes qui jouent, et évidemment, une requête d'un contenu qui pèse 100 kilooctets et une requête d'un contenu qui pèse 2 MB, c'est pas la même chose. Il faut télécharger tout ça, selon les contraintes réseau, ce sera plus ou moins long. Et donc,
Là aussi, il s'agit de voir comment on réduit au maximum le poids des ressources qu'on télécharge. Donc, la première chose qu'il faut toujours penser à faire et que les outils de test de NPR vont vous signaler tout de suite, c'est d'activer la compression GZIP des flux qui transitent entre le serveur et le client. Ça, c'est un réglage qui se fait au niveau de Apache, Nginx et du serveur FTP. C'est très important de le faire parce qu'il prend quelques lignes, il ne change absolument rien à l'utilisation et vous avez des gains de performance immédiats. Donc ça, c'est magique. Ce qui se passe du coup, en fait, c'est que le flux qui transite du navigateur au client, il est compressé en GZIP. Quand le client récupère les ressources GZIP, il les dézipe et il les affiche. Ça, activez-le, ça va vous gagner en poids. On va parler aussi de vinification, souvent avec la contamination, mais ce n'est pas la même chose. Il s'agit de gagner sur les formats Pentex en supprimant tous les espaces inutiles et solides, et parfois en renommant les variables pour gagner en poids. On va parler d'optimisation des images. Donc, il y a des services adaptés à WordPress qui existent. On pourra poser à l'image du taille des collègues d'à côté, mais il y en a d'autres, il y a pas mal de choses sur le cloud. Il y a aussi la solution de faire dans le thème, pour les images de thème par exemple, avec les scripts de déploiement. On sait tout ça. Dans l'idée d'alléger nos contenus, c'est aussi l'idée de se poser la question de quoi a besoin le client. Et ça va dépendre en fait du type de navigateur qu'il utilise, du type de support sur lequel il est, de la taille de son écran, etc. Typiquement, vous avez un backbone 2000 pixels de largeur, il est probable que vous n'en ayez pas besoin pour un mobile, pour servir sur un mobile. Donc pour ça, il y a des technologies, la technologie évolue, puisque le mobile est toujours plus présent en web. WordPress 4.4 qui sort le 8 décembre, si je ne me trompe pas, donc dans quelques jours, implémente les attributs HTML source set et sizes, qui vont permettre de spécifier directement nativement dans le HTML différentes URL d'images pour différents formats de taille d'écran. Donc là, vous allez tout de suite pouvoir nativement avec WordPress servir des images adaptées aux clients. Donc là, vous allez directement la mise sur le web. Une chose importante, qui est un peu plus compliquée à mettre en place peut-être, c'est l'idée d'être asynchrone. Donc tout le monde comprend le terme, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Alors c'est quoi être asynchrone? En fait, c'est rien de très compliqué. L'idée c'est que il y a un premier affichage qui se fait sur une page. C'est ce que voit le client directement quand il ouvre votre page. Être asynchrone, c'est ne pas tout charger dès le début. L'idée c'est de se dire, on va charger d'abord que les ressources que le client voit quand il ouvre la page. Donc le principe est assez simple, la mise en œuvre n'est pas forcément évidente. On parle aussi de lazy load, on charge progressivement les ressources. Donc si vous voulez un exemple plus concret pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est le scroll infini de Facebook et Twitter. C'est ça, c'est du chargement asynchrone, c'est du lazy load, c'est-à-dire qu'on ne charge que quelques posts au début de la page, et quand vous scrollez, les autres posts se chargent, mais de manière asynchrone. Ils ne sont pas présents dès le début de votre page. Ils vont être chargés que quand vous y arrivez. Donc l'idée, c'est en fait d'essayer de déterminer la ligne de flottaison. Donc c'est l'endroit au-dessus duquel on voit sur le navigateur, et de ne charger que les étapes qui sont directement visibles ou qui vont l'être dans les 30 prochaines secondes. Donc ça, c'est le lazy load. Qu'est-ce que ça donne en termes concrets sous WordPress? La chose n'est pas évidente. Il y a des petits plugins qui existent qui sont très, très faciles d'utilisation, comme Ajax Nord, que je conseille vivement, qui permettent assez vite de définir un template répéteur qu'on va pouvoir charger de manière asynchrone pour un type de contenu donné. Donc typiquement, vous avez un type article, vous voulez faire un scroll infini, vous mettez Ajax Nord, vous disiez quel template répéter quand on scroll, et il va vous charger de manière asynchrone les templates de scroll. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est peut-être plus un exemple de ce qu'on peut faire en exilé avec WordPress. Après, l'idée, c'est aussi de se dire, de toute façon, si vous voulez vraiment faire du chargement asynchrone, il va falloir faire du mouvement spécifique. Donc ça va aussi dépendre du volume de l'application sur lequel vous êtes. Sur les grosses applications, ça va être essentiel. Sur les petites applications, vous n'aurez pas forcément le temps. Et là, des solutions comme LLM seront utilisées. Parce que, évidemment, calculer les lignes des autres, c'est pas automatique. Il faut faire aussi des statistiques sur les plaques d'écran qui sont utilisées sur votre site. Il faut faire des statistiques sur tout un tas de choses. Il faut faire des tests. Et si on le fait mal, on peut casser totalement l'expérience utilisateur, ce qui est évidemment ce qu'il faut éviter. Pour synthétiser un peu,
et voir un peu la chose de manière plus par le biais de WordPress. On a listé quelques bonnes pratiques qu'il faut toujours garder en tête quand on développe avec WordPress. Je pense que la première bonne pratique, c'est WordPress. L'idée en fait c'est de se dire, on ne connaît pas forcément tout ce que fait WordPress, il fait des milliers de choses différentes, de fonctionnalités, la documentation est lourde, tout n'est même pas documenté. Mais l'idée c'est de se dire, quand on fait un développement qu'on n'avait jamais fait avant, de se poser la question, est-ce que WordPress prévoit quelque chose pour ce genre de développement? En général, quand WordPress prévoit quelque chose pour un développement, eh ben, il le fera mieux que ce que vous ferez manuellement en minimum quelques heures. Parce qu'il y a eu des années de travail, des équipes entières qui ont bossé dessus, qui ont pensé à l'évolution, qui ont pensé à long terme, qui ont pensé à la maintenance, etc. Et du coup, il faut appuyer dessus au maximum. On va par exemple penser à faire des scripts loaders différentiels. Donc là, il s'agit maintenant d'utiliser les fonctions enqueue_style et enqueue_sprite pour charger vos JS et vos CSS, ce qui va permettre aux différents plugins de WebApp de pouvoir les analyser, les concaténer, les déplacer éventuellement dans le DOM, etc. Le script loader différentiel, c'est aussi de conditionner le chargement de ces scripts par page. De se dire, le script qui gère le slider, j'en ai besoin que sur la page où il y a un slider, on peut essayer de poser des conditions en PHP pour charger ça que sur la bonne page, de manière à pas mettre de requêtes inutiles partout. Choisissez les bons hooks, il y a eu une conférence tout à l'heure là-dessus. L'idée, je ne peux pas les hooks, mais l'idée c'est de brancher les actions de votre plugin et de votre thème au bon endroit. Si vous branchez sur le bon hook, eh ben, ce sera complètement transparent sur les parties du site où votre plugin n'a pas à agir. Il aura un rien, il ne travaillera pas, et ça ne remontera pas le site. C'est pour ça qu'on peut dire qu'en fait, avec des plugins bien développés, on peut avoir même des plugins infinis. C'est pas ça qui fera un site long. Il y a forcément avec un ou deux plugins très mal développés, ça peut totalement tomber votre site. Donc choisissez les bons hooks pour vous brancher, c'est fondamental. Respectez le template hiérarchique WordPress. Il a été étudié pour optimiser le requêtage des contenus selon l'endroit de l'arborescence où vous vous trouvez. Et il est en général pas trop mal sur le référencement, même si après il y a l'optimisation à faire, il faut penser aussi à l'arborescence de votre site. Mais ne recodez pas vous-même les requêtes de base pour récupérer des contenus. Vous le ferez moins bien qu'en place. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est majeur. Étudiez les plugins de terre, regardez ce qu'ils ajoutent au DOM et s'ils chargent des ressources inutiles. L'autre jour, j'ai eu un exemple je regardais des waterfalls sur un site qu'on faisait. Je me suis aperçu qu'il y avait 5 plugins différents qui me chargeaient un GIF Ajax Loader. C'était 5 fois le même, mais c'était 5 fichiers différents. En fait, on peut factoriser. Après, il y a aussi des plugins. Il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est utile d'avoir un Ajax Loader en GIF et de faire une enquête HTTP pour ça? La question peut se poser. Je vais laisser Julien parler un peu sur ce qu'il arrive on a vu un peu de perf, maintenant on va passer aux choses intéressantes sur ce qui va se passer après. Enfin, du coup, le après, c'est un peu maintenant parce que on prépare ça depuis des mois et surtout Pierre. Et du coup, HTTP2 c'est déjà en place, PHP 5 c'est sorti le 3, et MySQL 5.7 ça date depuis PHP 7. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui as fait. T'as pas vu ça, c'est l'ami ici. Enfin bon. Du coup, je donne du time. Bon courage. Alors, du coup, on va parler un peu d'HTTP2. Déjà, qui utilise régulièrement HTTP2 ici, qui est un peu au fait de ce qui se passe en HTTP2? Tout le monde. Bon, c'est cool. Donc, du coup, ça sera utile. Alors, pour refaire un peu le point de situation, aujourd'hui, on utilise majoritairement HTTP1, sur lequel il n'y a pas eu d'évolution depuis plus de 15 ans. Pour un outil informatique, c'est la préhistoire, qui limite aujourd'hui le nombre de connexions simultanées par domaine entre 6 et 13, et encore c'était entre 6 et 8 jusqu'à assez récemment, puisque le nombre de connexions à 13 a été intégré par IE11 si je ne me trompe pas. Donc avoir à confirmer, et donc qui opère un requêtage séquentiel, et pour chaque requête on a une connexion qui est établie.
Et ensuite qui envoie les entêtes plain text. Donc les entêtes, quand il y a une connexion, une envoi de requête. Dans la requête, on a et des entêtes et du contenu. Tout à l'heure, Pierre parlait de gzip conserve uniquement le contenu. C'est-à-dire que l'entête reste, elle, en plain text. Et l'entête peut contenir les cookies, par exemple, ce genre de choses qui prend pas mal de place. On passe donc aujourd'hui à HTTP2, dont le standard est sorti en début d'année, qui reprend bien évidemment toutes les bases de HTTP1, donc c'est mieux pour la compatibilité et ça nous évite de faire un travail complémentaire en termes de dev, et surtout qui intègre différentes nouveautés dont les plus importantes sont la connexion TCP unique. Donc en gros on a vu une connexion par requête, on a une connexion générale qui permet en fait de lancer plein de requêtes et d'attendre plein de réponses. Tout ça multiplexé, donc il peut y avoir des allers-retours un peu dans tous les sens, et du coup, c'est globalement plus efficace. On verra ça après. Sur les entêtes du coup HTTP, on a un standard de compression HPA qui permet de compresser toutes les entêtes HTTP. Normalement, on gagne effectivement, encore une fois, en taille, donc en utilisation. Et ensuite, on a tout ce qui est notion de serveur push, serveur hit, où en fait, on a une anticipation côté serveur de ce qui va être attendu par le navigateur. Donc typiquement, en charge page HTML, il y a un CSS, style.css qui est découvert par le serveur va pousser automatiquement en disant que celui-là va forcément être chargé, donc je ne vais pas attendre d'avoir le questionnement du navigateur. Donc la différence avec le serveur hit, c'est qu'il ne push pas automatiquement, il attend, en fait il propose au navigateur qui choisit après. Alors, un petit exemple du protocole HTTP qui est très séquencé, très beau, connexion, requête, réponse, de manière séquentielle, limitée en termes de domaine. Et on a le protocole HTTP2 où c'est un peu plus le bordel, mais je vais essayer d'expliquer ça de manière simple. Donc du coup, j'ai fait des petites pastilles, donc en 1, on a la connexion qui est ouverte avec un gros tuyau de connexion sur lequel on peut avoir plein de requêtes, plein de réponses. J'ai fait un petit exemple d'anticipation. Le serveur reçoit du HTML, il voit qu'il y a du CSS qui est très souvent utilisé, donc il va le renvoyer automatiquement. On a le navigateur qui peut opérer à plein de requêtes. Le serveur met ça dans sa pile et puis il renvoie les réponses au fur et à mesure. Et pendant qu'il renvoie les réponses, on voit par exemple en 4, le navigateur peut faire une nouvelle demande, peut faire une nouvelle requête au serveur, qu'il le met dans son stack, qu'il dépile ce qui a déjà été demandé, et puis qu'il l'envoie une fois que tout est bon. Donc, par rapport à ça, se pose la question du support. Grosso modo, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire pour être HTTP2 compliant, etc. Donc, côté client, la plupart des navigateurs, en fait, les derniers navigateurs le supportent déjà. Donc, seule contrainte, c'est l'utilisation de HTTPS. Donc, HTTPS qui, dans la négociation de la connexion, plombe un peu les perfs, mais normalement, dans HTTP2, il y a toute une notion d'optimisation de la connexion SSL. Bon. À voir avec des tests complémentaires que nous, on n'a pas forcément fait, puisqu'on ne peut pas faire les différentiels entre HTTP et HTTPS sur HTTP2, puisqu'on est obligé de passer de toute façon par du SSL. Et côté serveur, donc que ce soit pour les 2 plus gros serveurs qu'on utilise aujourd'hui, Apache et Nginx, il y a un peu de conf à faire, il y a potentiellement des modules complémentaires, notamment pour Apache, avec HTTP, si je ne me trompe pas, installés en parallèle. Mais globalement, ils peuvent supporter aujourd'hui tout ce qui est connexion HTTP2. Donc, grosso modo, on est prêt côté logiciel. Donc, qu'est-ce qui se passe en termes d'impact sur les développements? Donc, tout à l'heure, Pierre a énoncé pas mal de bonnes pratiques et de choses à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, on a à la poubelle? Alors, nous, en fait, par rapport aux différents tests qu'on a fait, on a noté une chose, c'était par rapport au domaine sharding. Donc, comme on est limité en fait en nombre de connexions par domaine, l'idée du domaine sharding, pour faire simple, c'est qu'on partage les ressources sur plusieurs domaines et sous-domaines, histoire de contourner un peu les limitations navigateurs. Et donc, par rapport au domaine sharding, aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était effectivement plus du tout utile, voire contre-productif, puisque aujourd'hui, HTTP2 fait une connexion par domaine. Donc, en gros, si on fait du domaine sharding, il va ouvrir plusieurs connexions. Alors qu'aujourd'hui, en native, de toute façon, il exécute toutes les requêtes en parallèle, donc quasi parallèle. Donc, effectivement, plus d'utilité de faire du domaine sharding.
Là où se pose la question, c'est notamment sur la concaténation des sprites. Donc on entend beaucoup, il y a pas mal d'articles là-dessus sur le fait que c'est plus forcément utile, etc. Encore une fois, par rapport au test qu'on a fait, ben, c'est pas si évident que ça. En fait, il y a deux notions à comprendre. D'une part, sur les temps de chargement. Alors, c'est super compliqué à définir. C'est super compliqué à tester. En fait, sur la concaténation, tout va dépendre des caractéristiques de la page qui est impactée par le chargement. Donc, du réseau, si la concaténation a été faite de manière intelligente ou pas. Également du nombre de ressources qui vont être chargées. Donc au final, c'est plus du test au cas par cas. Donc le travail est de toute façon nécessaire en termes de temps de chargement pur. Ensuite, on a la notion de poids. Alors là, pour le poids, celui qui dit que la concaténation est inutile, en fait, c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, quasiment tout passe par de la compression, donc que ce soit pour les images en native, sur tout ce qui est JPEG, etc., ou pour les contenus plain text avec GZIP, qui est très largement utilisé. De toute façon, les contenus sont compressés. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand on compresse la concaténation de plusieurs contenus, en fait, on arrive à un poids inférieur que chaque contenu compressé séparément. Donc, du coup, si on déconcatène tout, on va arriver à un poids qui est beaucoup plus lourd que, enfin, modérément plus lourd que le poids global du GZIP complet du fichier concaténé. Donc, en tout cas, sur la partie poids, qui a en plus une influence sur les temps de chargement, c'est quelque chose qui est pas vrai du tout, en tout cas qui n'est pas du tout à prendre comme une affirmation. Donc aujourd'hui, grosso modo, c'est pas si évident, il y a certaines bonnes pratiques où mieux vaut continuer de les faire, et de toute façon c'est même nous on va le recommander dans ce sens-là. Il y a d'ailleurs un article sur PerfPlanet qui est assez intéressant puisqu'il traite de ce sujet-là, et il va un peu dans le sens de la conservation de la concaténation. Alors, l'impact sur le waterfall qu'on a vu tout à l'heure. Donc, un exemple d'HTTP 1, où en gros on voit que toutes les requêtes sont exécutées de manière séquentielle, avec un certain temps de réponse, et surtout des temps de téléchargement qui sont en bleu sur chacun au niveau de chaque fichier, qui sont relativement réduits. Quand on passe sur du HTTP 2, quand on passe sur du HTTP 2, donc on voit que tout est beaucoup plus, que tout est exécuté beaucoup plus en parallèle. Par contre, avec des temps de chargement qui sont, des temps de téléchargement qui sont un peu plus élevés, étant donné que là, le facteur limitant va être maintenant la bande passante. Donc, c'est comme quand vous téléchargez chez vous, si vous avez une certaine bande passante, si vous téléchargez plusieurs fichiers en même temps, le temps total de chaque fichier séparé sera beaucoup plus réduit pour chaque fichier séparé que pour l'ensemble des fichiers téléchargés en même temps. Donc on a ce petit temps supplémentaire. On le voit un petit peu mieux, on a fait des tests avec un réseau un peu pourri. Je crois que c'est celui-là, voilà. Donc sur un réseau, donc en gros on avait un tuyau de 4 mégabits max. Du coup, là en HTTP 1, on voit bien le séquencement avec des temps de téléchargement qui sont relativement longs. Et en fait, quand on passe sur HTTP 2, tac, on a du coup ces chargements qui sont en parallèle. Alors la page est toujours, on verra tout à l'heure, mais la page est plus rapide à charger globalement. Mais on a des temps de téléchargement qui, pour chaque fichier, sont beaucoup plus longs dans le cas précédent puisque tout est exécuté en même temps. Donc c'est encore une fois la limitation de la bande passante. Ça c'est assez intéressant parce que dans le cas du mobile, en fait, on voit bien ce qui peut se passer sur un réseau un peu pourri. Donc du coup, voilà, vas-y. HTTP2, solution miracle. Donc, en fait, je pense que la question se pose autrement. Du coup, ce qu'on constate, en fait, on avait lu pas mal d'articles, vu des conférences un peu sur la sortie de HTTP2, et il y avait un peu deux publics. Un public qui disait HTTP2 c'est génial, on va pouvoir arrêter la concaténation, arrêter la modification, etc. Ça va être magique, tout ça sera magique. Et un public qui disait, mais nous on a fait des tests, et en fait, c'est pas vrai, c'est pas plus rapide. C'est toujours plus rapide si je concatène, les deux c'est la même. Et en fait, c'est pas comme ça que se pose la question. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a le protocole de l'autre côté, qui est déjà plus rapide. HTTP2 est plus rapide que HTTP1. Entre 5 et 10%, quoi. Enfin, Julien reviendra un peu dessus sur les métriques, mais ça c'est côté protocole. Mais par contre, le poids des contenus, le nombre de requêtes que vous faites, notamment le poids des contenus,
lui, le protocole dit plus rien. Une voiture qui va plus vite, si elle va faire 800 km, elle va quand même faire 800 km. Donc là, aujourd'hui, avec HTTP2, en fait, on va avoir un protocole qui est plus efficace, qui va plus vite, de 50%, ce qui à l'échelle du web est quand même relativement énorme. Mais par contre, en fait, ça ne nous exonérera pas du travail d'optimisation, de réflexion sur le poids des ressources, du nombre de requêtes partage. Donc l'idée, en fait, c'est de se dire, voilà, ça va aller plus vite de base, avec le temps que les hébergeurs se mettent à jour, qu'on fasse une mise à jour sur le serveur dédié, etc. Le protocole de l'infrastructure web sur laquelle on s'appuie, les technos sont de plus en plus rapides, mais techno égal, en fait, il faut encore avoir une réflexion sur l'optimisation, il faut diminuer le poids des ressources pour avoir une meilleure performance. Donc ça c'est pour HTTP2, et c'est un peu en fait, la conclusion à laquelle on a déjà pas mal de tests. C'était pas forcément évident, parce qu'on entend un peu tout et son contraire aujourd'hui. Il y a une chose où on a moins parlé, mais qui est quand même, pour nous, surtout sur un public WordPress, super importante, c'est la sortie de PHP 7, qui est sortie il y a 2 jours. Donc PHP 7, qu'est-ce qui change? Il y a tout un tas de nouvelles features, il y a des nouvelles syntaxes plus légères, et des classes anonymes, des nouveaux opérateurs. Enfin, je vous renvoie aux articles sur la question, parce que c'est pas forcément le sujet de la conférence. Mais par contre, il y a des choses qui nous intéressent énormément aujourd'hui. C'est qu'il y a une partie du moteur de Zen PHP qui a été réécrit, et notamment pour la gestion des variables. Et en fait, ce qu'on constate à peu près, ça c'est les stats de Zen qui ne tombent pas, et nous on a fait le propre motif derrière, c'est que globalement, WordPress, ça tourne 2 fois plus vite. Ça tourne 2 fois plus vite avec PHP 7 qu'avec PHP 5. Alors quand je dis 2 fois plus vite, il faut mettre une nuance, on parle du temps de génération PHP de la page. Là encore, on ne parle pas du téléchargement des ressources qui est notre affaire. Pour être clair, en fait, on parle de la première ressource, le téléchargement de la page web, la génération de la page web. Ce qui donc est quand même notamment important sur les sites les plus applicatifs. Là où il y a beaucoup de traitements PHP, les différences de perf peuvent être énormes. Après, ça se couple aussi avec les solutions de tâches dont on a parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense que les débats sont assez parlants entre PHP 5 et PHP 7. On constate aussi ça, HHVL, le moteur PHP, je sais pas qui avait fait ça, qui avait déjà tenté des optimisations sur le côté gestion de l'événement, gestion de l'événement dans PHP. La PHP 7 dépasse tout ça et donc va permettre une amélioration des choses assez nativement. À savoir, et c'est important aussi de noter, que le corps de WordPress est déjà PHP 7 ready. Si vous exécutez aujourd'hui WordPress en PHP 7, ça marche. Donc ils ont des préqualités de peu à peu toutes les fonctions qui ne passaient pas en PHP 7, et ça va ce qui est obsolète, etc. MySQL 5.7, qui est déjà sorti, si je ne m'abuse. Là, je vais passer très vite dessus, c'est pas forcément celui sur lequel on a eu le temps de faire le plus de tests de maîtrise. En fait, c'est pas une question de temps, c'est une question de pertinence. Voilà. En fait, MySQL 5.7 propose des performances 3 fois plus rapides que la version précédente, mais uniquement à partir du moment où on arrive sur des volumes de connexion simultanés qui sont relativement énormes. Donc, effectivement, c'est utile, mais ça reste à favoriser pour des sites à fort trafic. Voilà. Après, c'est quand même intéressant de savoir que ça existe, parce que quelques nouvelles features qui peuvent nous intéresser, côté configuration de base, optimisation de la base. Par exemple, les colonnes calculées, ce qui permet de générer automatiquement des colonnes qui stockent le résultat du calcul entre 2 autres colonnes. Ces choses-là peuvent être intéressantes à pousser. Des types JSON natifs qui peuvent être intéressants quand on voit les derniers développements sur la REST API, sur tout ce qui utilise le JSON qui de plus en plus fait son entrée dans le monde de WordPress. Et bon, voilà, WordPress c'est un CMS, les CMS c'est de la donnée, et les données c'est souvent resté en base, donc c'est quand même important de se tenir au courant des évolutions à ce sujet. Ouais, je vais revenir du coup sur quelques résultats sur les différentiels HTTP 1, HTTP 2 et PHP 5, PHP 7. Donc pour faire ces metrics, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un storefront de base, comme on voit, avec un e-commerce bien sûr sur WordPress, c'est évident. Alors c'est 223 résultats, mais on a pris une page de 23 résultats, on s'est mis dans un cas classique. On a fait avec une connexion pourrie, avec un serveur pourri, on a fait avec un serveur normal, une bonne connexion, histoire d'avoir des métriques
assez cohérente, mais pas en rentrant dans des super calculs de fou, juste en se concentrant sur une page classique qu'on pourra avoir aujourd'hui sur un site classique. Donc, sur les tests côté client qu'on a effectués avec votre page test, donc on arrive, donc on part de PHP 5 en HTTP 1, quand on se met en HTTP 2, on gagne 5 à 10% sur le load time. Sur la page, sur le changement de la page globale, donc ce qui est plutôt pas mal. Sur la partie first dive, donc la partie entre le moment où c'est envoyé au serveur et que ça revient vers le navigateur, on gagne quasiment rien, mais c'est normal puisque le HTTP 2 concerne uniquement toute la partie connexion. Concernant PHP 7, par contre, là c'est beaucoup plus flagrant sur cette partie first dive, donc on reste en HTTP 2, mais cette fois on passe de PHP 5 à PHP 7. On voit que sur le load time général, on gagne encore 5% supplémentaire à 14% supplémentaire. Et surtout sur le first byte, on est entre 22 et 28% de performance en plus, donc ce qui est vraiment pas négligeable. C'est grosso modo une page qui s'affiche en 1 seconde, s'affiche en 700 millisecondes, donc c'est quand même assez important. Du coup, on a essayé de focus un petit peu sur la partie first byte en se concentrant sur le serveur. On a fait donc on a fait quelques calculs supplémentaires en s'aidant d'un plugin WordPress qui s'appelle Query Monitor. Ouais, c'est ça, Query Monitor. Donc là, c'est un super plugin, il a des super bonnes notes et en plus il nous sert énormément en développement. Il nous donne des métriques principalement sur la partie base de données et sur la partie exécution des requêtes SQL et exécution de PHP. Et grosso modo, donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a poussé un peu plus. On a pris cette page-là, on a mis 223 éléments, on les a chargés comme ce que nous aurait donné WordPress sans plus de travail. Voilà, on a utilisé SourceFront ou Commerce et WordPress de base. Grosso modo, ce qu'il faut noter tout en haut, donc là on a laissé le résultat, on a 504 requêtes qui sont exécutées sur cette page-là, normal. Et du coup, au niveau des stats, on arrive en passant de PHP 5 à PHP 7, HTTP 1, HTTP 2, on s'en fout sur cette partie-là parce que c'est uniquement sur le serveur. On arrive à un memory usage, donc combien de mémoire a été utilisé par le chargement de cette page, à moins quasiment 30%. Et sur le temps de génération de la page avant envoi de navigateur, on arrive quasiment à 60%. Donc là, c'est vraiment énorme. Autant sur HTTP 2, c'est cool, il faut quand même utiliser ces futurs de toute façon du protocole. Et de toute façon, on gagne quand même en perf. La question ou le doute sur ce qu'il faut faire entre PHP 5.6 et PHP 7, ça se pose même pas, surtout dans le cas de WordPress, qui, je le rappelle par rapport à ce qu'a dit Pierre avant, est de toute façon compatible directement avec cette nouvelle version. On va passer à la conclusion. Je te laisse. Alors pour dire quelques mots, on va essayer d'aller vite pour qu'on ait le temps d'échanger un peu, si les organisateurs le veulent bien. Mais pour conclure un peu, vous avez vu qu'on n'a pas forcément parlé que de WordPress. Pourquoi en fait on pensait que c'était important au vu de la vitesse à laquelle évoluent les technologies. On a parlé à PayRest ce matin, à Fontaine full JavaScript, backend JavaScript, différents types de choses qui arrivent. On se dit qu'aujourd'hui, l'idée c'est pas de maîtriser une seule solution WebPerf de A à Z, c'est plutôt pour les devs de comprendre vraiment comment, qu'est-ce qui fait le temps de chargement d'une page. Et à partir du moment où on a compris ce qui fait le temps de chargement d'une page, en tant que dev, on pourra plus facilement suivre l'évolution des technos et maîtriser les nouvelles technologies qui arrivent. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit là, par exemple, reste valide sur les échanges de requêtes, sur le code et contenu, avec des solutions comme AMP qui a été abordé tout à l'heure, ou comme les sites web one-page applicatifs en JS qu'on peut imaginer, ou les Calypso, etc. Si on comprend ce qui se passe quand on charge une page, on comprendra pourquoi ou pourquoi pas une nouvelle solution va être plus performante. Je pense que le truc qu'il faut retenir après, c'est voilà, on parle là avec HTTP 2. En fait, on peut se dire 0 à 3% pour le first byte, 5 à 10% pour le time, c'est pas énorme, sauf qu'en fait là on parle
On ne parle pas d'une solution éventuelle qu'on peut installer ou non sur. On parle de HTTP demain. Le protocole il est à jour progressivement. Et en fait, on parle du coup du protocole qui supporte l'ensemble du web. Donc en fait, 10% de l'ensemble du web, c'est juste énorme. Ça, il faut bien le voir. Mais encore, en fait, comme on l'a déjà dit, le protocole est plus rapide, mais c'est encore à vous, en tant que développeur, de penser l'architecture de votre application, de penser le besoin du client, de penser quel contenu je sers à quel moment, sur le contexte d'utilisation, etc. Donc on va sur des technos plus légères pour faire du domaine, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir des applications optimisées projet par projet. Je pense donc comme on n'a pas beaucoup détaillé forcément sur les plugins WordPress, etc., vous trouverez après dans les slides, on mettra les slides sur GitHub demain, je pense, tout un tas de liens, références de plugins, références de listes de bonnes pratiques de recommandations. On va rajouter les tests aussi qu'on a fait. Comme ça, vous puissiez aller voir ce qu'il y a derrière les mots-clés sur lesquels on peut être un peu rapide aujourd'hui, parce que c'est un peu temps, c'est qu'on veut quand même vraiment insister sur le côté requête HTTP et content 6.5. Si vous avez des questions, je pense que vous pouvez les aider. Il y a des livres pour les deux premières questions. Déjà, merci pour votre conférence intéressante. Ce que je me demandais, c'est quand on utilise des plugins de cache type VPRocket notamment, qu'est-ce qui reste à faire pour optimiser encore à côté? Enfin, qu'est-ce que vous préconiseriez comme opération à faire en plus de l'utilisation du plugin de cache? Alors, donc les solutions tout en un, comme VPRocket ou Total Cache, elles vont être assez intéressantes parce qu'elles permettent des résultats rapides sans forcément bien pleinement dans le développement. Donc sur des petits projets aussi, ça va être génial. Parce qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir 2 jours pour optimiser le moteur, etc. Par contre, je pense que le truc le plus important, c'est de voir si sur votre site, il y a des plugins de développement tiers, des librairies qui font des bêtises que même les solutions de WordPress tout en un ne peuvent pas corriger. Par exemple, le Calpi, les plugins qui ajoutent en dur, sans passer par la VPDQ style FuScript, des fichiers CSS et JS dans HTML. Si vous avez ça, VPRocket ne pourra pas les concaténer, parce qu'il n'y a pas moyen de les connaître, à moins de par ses bugs, etc. Mais ça, c'est un peu foireux. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment analyser chaque besoin de votre application, voir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui peut être remplacé par une solution plus performante pour le même besoin, c'est tout ça. Et après, c'est ce qu'on a dit sur le lazy mode de chargement asynchrone. Ça, on rentre sur des développements très traditionnels avec de grosses applications, mais si vous voulez avoir vraiment un truc optimisé à 100%, c'est vraiment ça qu'il faut faire. On passe plus de boulot, mais c'est quand même bon. En fait, utiliser un plugin de WebPerf, ça n'empêche pas de faire du développement compatible WebPerf derrière. Voilà, c'est pas parce qu'on utilise un plugin qui fait le job qu'il faut coder comme un porc. Voilà, Bonjour. J'ai une petite question toute pratique. À peu près tout ce que vous avez décrit, je le fais plus ou moins. J'ai un premier point où j'ai pas réussi à trouver la réponse. Est-ce que vous avez une bonne source à donner pour une config Varnish qui fonctionne même avec du multisite, 5 installs à côté, etc. Parce que j'ai toujours des problèmes tôt ou tard. Et la deuxième question, en fait, elle est liée notamment à ce qui a déjà été évoqué ce matin d'ailleurs, Google Analytics, Facebook et compagnie. Est-ce que vous avez des solutions propres à proposer, sachant que la plupart du temps, c'est des ressources qui ne sont pas en cache, qui sont lourdes, qui, même quand elles sont chargées en asynchrone, plongent les perfs, etc., etc. Alors sur la partie Varnish, on n'est pas expert sur la configuration. Donc après ça, je pense qu'il y a pas mal de tutos là-dessus, donc on ne pourra pas, je pense, répondre mieux. Sur la partie chargement réseaux sociaux. Non, sur Google Analytics, ce genre de choses, effectivement, c'est un peu bizarre. Quand tu fais un Google Page Speed et que tu te dis un script qui est dans les heures, c'est pas bien, quand tu regardes quel c'est Google Analytics.
Analytics. Et Google qui dit aussi, mais Google Analytics, ça fait un peu con. En fait, voir aussi avec Daniel, avec les autres personnes qui connaissent peut-être un peu plus les outils Google, on parle d'analytics, pas forcément de référencement, mais les questions se posent aussi parfois comme ça. Moi j'ai tendance à dire que l'analytique, j'y peux rien, je le laisse. Je pense qu'on peut le mettre dans le footer sans que ce soit trop grave, mais je ne serais pas formé là-dessus non plus. Après, j'ai tendance à dire aussi, il faut se méfier de ce que disent les outils de test, parce que parfois, ils vont vous dire que vous avez une ressource non concaténée, externe, etc., qu'il faut vraiment avoir un seul script JS, mais jQuery, ça ne sert à rien de le charger depuis votre serveur. Si vous chargez sur Google, pour le coup, il sera là. Donc même si vous avez peut-être une note moins bien en fait, de ne pas avoir jQuery complètement avec le reste, il faut mieux charger un jQuery d'un CDL qui sera forcément un langage plus long. Donc je pense que je n'ai pas de réponse évidente là-dessus, mais il faut essayer faut pas se focaliser non plus sur le résultat des stats. Il faut essayer de comprendre vraiment cas par cas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse. Un petit truc sur le multisite, donc effectivement je connais très mal la niche en fait. Donc je ne serai pas plus précis là-dessus. Par contre, un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est sur la volumétrie. Donc, quand très gros installe multisite, il peut y avoir des problèmes en termes de base de données. Si vous avez 50 000 sites sur un multisite WordPress, votre base elle peut commencer à être un peu trop remplie. Ou si vous avez d'ailleurs qu'un seul site avec une très grosse volumétrie, c'est aussi un cas possible, il peut y avoir des problèmes de genre. WordPress.com, qui est un multisite WordPress, en fait, je ne fais pas le nom, mais c'est le 10e site mondial en nombre de blogs qui fournit, etc. C'est un multisite WordPress, et pour répondre à cette problématique-là, ils ont développé un truc qui s'appelle HyperDB, qui est un plugin WordPress, qui implémente le drop-in db.php, qui permet de changer assez bas niveau de la gestion de la base de données WordPress. Et HyperDB va vous permettre de faire une application de charge, concrètement en fait de découper votre base de données sur plusieurs bases, sur plusieurs serveurs, sur plusieurs continents. Donc là, on parle d'applications vraiment à volumétrie beaucoup plus grosse sur lesquelles on n'a pas bossé, la plupart d'entre nous je pense qu'on n'a pas bossé, mais il faut avoir ces notions-là, je pense que c'est important qu'avec WordPress aujourd'hui, on peut faire ça, on peut découper ces bases de données. Si l'idée c'est d'essayer d'identifier cas par cas sur mon site, qu'est-ce qui me compte? Est-ce que c'est la base de données? Est-ce que c'est l'exécution PHP? Est-ce que c'est le chargement de l'enquête? Selon le problème principal pour votre site, vous aurez différentes solutions qui s'appellent. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de la compatibilité de WordPress Core avec PHP 7. Est-ce que vous avez des retours sur les plugins principaux de WordPress SEO, ACF et des choses comme ça? Je n'ai pas compris le début de la question. La compatibilité des grands plugins ACF, WordPress SEO avec PHP 7. On n'a pas testé. Je pense que globalement, on va pas trop avoir de problème. Parce que en fait, les syntaxes, il n'y a pas énormément de changements qui sont nécessaires pour remplacer un code de PHP. Vous allez avoir quelques warnings de standard, des choses comme ça. Donc on va parler en voix. Mais globalement, ce n'est pas des modifications lourdes en général. Et donc je pense que les gros plugins WordPress, s'ils ne sont pas déjà à jour, ils le seront très rapidement. Enfin, PHP 7 vont sortir. Je pense que la CF peut tomber là-dessus. Il faut vérifier. En fait, au forum AFUB la semaine dernière, il y a Rasmus Erdorf, qui est le créateur de PHP, qui disait grosso modo, si c'est compatible PHP 5.6, c'est compatible PHP 7. Donc normalement, on peut espérer qu'il n'y aura pas grand chose à revoir, ou dans tous les cas que ce sera mineur, et que les équipes techniques derrière le web plugin feront l'affaire très rapidement si elles constatent le moindre problème. En plus, il faut dire qu'on en est déjà là, la version finale, donc il y a eu 8 RC, elles n'ont pas eu le temps de s'y mettre, et si c'est pas le cas, est-ce que c'est un bon plugin? On va arrêter là pour les questions, du coup, vous pourrez aller voir les conférenciers. Merci.